bienvenue donc sur notre talk technique du mois d'avril qui a pour thème les missions et les actualités de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, EPRUS. Alors pour ceux qui regardent de temps en temps le petit écran, et s'ils vont sur les chaînes du câble ou regarder Canal+, ils ont pu s'apercevoir que depuis quelques semaines, une campagne de publicité visant au recrutement de volontaires de l'EPRUS est assez visible. Alors pour parler de cette action forte visant à étoffer le nombre de réservistes et de parler aussi des autres actualités de l'EPRUS, je suis heureux de recevoir Monsieur le Préfet Thierry Couder, donc directeur général de l'EPRUS. À sa droite, Monsieur Claude Avaro, directeur général adjoint et pharmacien de l'établissement. Le docteur Bruno Lartigue, chef du pôle réserve sanitaire. Et en témoignage, Monsieur Patrick Garcia, qui est ambulancier de SMUR, réserviste sanitaire et qui a participé déjà à quelques missions de l'établissement. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette campagne de communication, de ce que vous en attendez et de ce que vous avez déjà, je dirais, obtenu, Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous rappeler un petit peu comment l'EPRUS se positionne dans le paysage sanitaire français ? Alors, l'EPRUS est un établissement public qui a été créé en 2007, il y a quasiment 5 ans, qui a été chargé par les pouvoirs publics de gérer l'ensemble des moyens qui permettent à la France de faire face à une crise sanitaire. Alors, ces moyens sont de deux ordres. Il y a des moyens humains, et c'est la réserve sanitaire que vous avez évoquée il y a quelques instants à travers cette campagne nationale, et c'est aussi le stock national des produits de santé, et des matériels et produits de santé que l'État détient pour faire face à une crise sanitaire sur son territoire ou, le cas échéant, à l'extérieur de son territoire, si elle souhaite aider tel ou tel pays. Alors, une grande campagne de communication, nous en parlions. Quelles sont les grandes actions que vous avez menées au sein de cette campagne? On a vu quelques spots vidéo, mais il y a eu, je crois, pas mal d'activités. Pouvez-vous nous les décrire un petit peu plus en détail ou... Alors, c'est une campagne qui est essentiellement, effectivement, fondée sur ce spot vidéo et sur un certain nombre de visuels. Nous avons, pendant une quinzaine de jours, communiqué sur ce qu'était la réserve sanitaire à travers une image un peu simplifiée qui était symbolisée par un sac à dos qui était le symbole du professionnel de santé qui était prêt à partir séance tenante sur une crise sanitaire. Et cette campagne avait pour ambition de faire en sorte que nous puissions donner un véritable envol aux effectifs de cette réserve sanitaire qui, jusqu'à présent, croissait, mais de manière relativement modérée. Et d'ores et déjà, au bout de 15 jours, nous avons obtenu des résultats assez spectaculaires et qui, j'espère, vont continuer à se renforcer maintenant que la population concernée, c'est-à-dire essentiellement celle des professionnels de santé, des anciens professionnels de santé de moins de 5 ans pour les retraités, et puis des futurs pour les étudiants en fin de cycle, ont été sensibilisés par cette campagne et nous espérons bien donc que le mouvement très fort que nous avons chaque jour d'adhésion à la réserve va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et au-delà. Alors, docteur Lartigue, combien de personnes, je dirais, constituent potentiellement ce vivier de réservistes sanitaires en France? Alors à l'issue de la campagne de communication, comme disait le directeur général, nous avons 5570 chiffres actualisés réservistes sanitaires. Alors c'est vrai que nous sommes fixés comme objectif 10 000 réservistes pour la fin de l'année. Donc effectivement cette campagne de communication tombait à point nommé. Basé, comme l'a dit M. Couder, sur cette diffusion de clips de promotion. Alors, je vais vous interrompre parce qu'on va essayer de voir un petit peu le clip vidéo, parce qu'on en parle, autant le voir. Donc, je vais demander à ce qu'on le diffuse, et puis on reviendra un peu après sur les aspects à la fois quantitatifs et qualitatifs. Étudiants ou retraités, infirmiers, médecins, aides-soignants, pharmaciens. Ils sont tous professionnels de santé. Ils sauvent des vies, endiguent des épidémies, portent secours aux populations et ils sont aussi réservistes sanitaires. Leur mission ? Intervenir ici ou ailleurs dans les crises sanitaires exceptionnelles. Ils ne seront jamais trop nombreux. Engagez-vous, rejoignez-les. Avec l'EPRUS, prenons l'urgence de vitesse. Voilà. Donc, ce spot a été diffusé combien de fois finalement depuis le lancement de la campagne? Il a été diffusé durant 15 jours sur les principales chaînes du câble et du satellite, essentiellement des chaînes d'information.
Donc il a été en même temps relayé par une campagne, ce qu'on appelle e-digital, puisqu'en fait c'était une campagne de communication multicanale, à la fois audiovisuelle, presse et numérique. Et effectivement, cette campagne e-digital va se dérouler encore jusqu'à la fin de l'année, en ayant pour principal objectif de toucher ce qu'ils appellent en langage de communication les catégories, les CSP+, professionnels de santé, donc en essayant d'utiliser les réseaux sociaux et les réseaux communautaires des professionnels de santé pour les sensibiliser à la gestion des risques et des crises sanitaires, à l'EPRUS et à la réserve sanitaire. Alors on a vu effectivement, si vous allez sur la page Facebook de l'EPRUS, qui est très bien faite, très agréable à voir, donc je vous le dis puisqu'on a été là, bien évidemment la regarder. Mais je voudrais revenir en dehors de ça, vous nous en reparlerez un petit peu de cette méthode de communication qui est un petit peu nouvelle à travers les réseaux sociaux et comment ça réagit. Mais je voulais revenir sur le nombre, vous nous avez dit 5 500, 10 000, c'est combien par rapport au vivier global que constitue, je dirais, le vivier potentiel de réservistes sanitaires que constitue la nation française? Tous les espoirs nous sont permis, puisque la cible concernée par la réserve sanitaire, c'est environ 2 millions de professionnels de santé. Parce que comme le disait Thierry Couder, nous avons les professionnels de santé en activité, les professionnels de santé retraités depuis moins de 5 ans, et les étudiants des filières santé qui sont susceptibles d'être concernés par le dispositif de la réserve sanitaire. Et dans les professionnels de santé, il n'y a pas que les médecins, que les infirmiers, que les aides-soignants, il y a aussi tous les professionnels administratifs, divers et variés, les ambulanciers, je pense qu'on aura l'occasion d'écouter Patrick Garcia qui est là et qui a participé à des missions de l'EPRUS. Donc voilà, une cible de 2 millions de professionnels de santé, un effectif pour l'instant qui croît tous les jours puisque nous intégrons chaque jour entre une quinzaine et une vingtaine de professionnels de santé qui font la démarche d'engagement volontaire, un dispositif pour intégrer la réserve qui a été assoupli puisque ça a été pendant 5 ans, un des principaux griefs des professionnels de santé, c'est que pour intégrer une réserve, c'était un peu lourd, c'était difficile. Donc ce dispositif d'intégration a été allégé. Donc nous espérons effectivement, comme je le disais tout à l'heure, 10 000 à la fin de l'année, mais avec une cible qui est quand même énorme. Oui, parce que 2 millions, 10 000 sur 2 millions, je dirais que vous êtes très, très raisonnable, si j'ose dire. On monte en puissance, oui, il faut un début à tout, comme on dit. Oui, absolument. Mais je veux dire, vous devriez normalement atteindre ce chiffre. C'est jamais facile, hein, je ne le dis pas, mais je veux dire, sur 2 millions, c'est assez intéressant. Alors, juste peut-être un mot avant de faire parler M. Garcia sur ses expériences de réserviste sanitaire de l'EPRUS. Un dernier mot sur la partie formation de ces réservistes. Alors, comment ça se décline? Puisque là, il y a un travail, je dirais, important pour peut-être faire en sorte qu'ils soient capables de se projeter sur un terrain d'opération, puisqu'il y a à la fois des missions nationales, mais aussi des missions internationales dans cette réserve. Donc comment vous organisez cette formation? Ça se décline bien, je voudrais rassurer tout le monde. J'ai pour mission que ça se passe pour le mieux du monde, avec l'ensemble des parties prenantes qui ont, comme vous le disiez, vocation à intervenir en France et à l'étranger dans la gestion des risques et des crises sanitaires. Alors la formation pour les réservistes sanitaires, c'est à la fois participe de la volonté des pouvoirs publics d'inculquer des notions de gestion de risques et de crises sanitaires, puisque je pense que nous sommes au sein des saints d'une institution qui a eu et lu des retours d'expérience en disant les professionnels de santé ne sont pas peut-être prêts aussi bien que d'autres intervenants à gérer les risques et les crises sanitaires. Donc participe de cette volonté d'inculquer une notion de risque et de crise sanitaire et aussi d'avoir des professionnels de santé qui soient prêts à intervenir au moment d'une catastrophe sanitaire. Parce qu'effectivement, l'EPRUS, né il y a 5 ans, est né sur un socle de retour d'expérience. Et beaucoup d'acteurs nationaux et internationaux ne remettent absolument pas en question la pertinence d'un professionnel de santé sur une catastrophe, surtout quand il y a une dominante sanitaire. Encore faut-il que ce professionnel de santé soit sensibilisé à l'environnement au sein duquel il va intervenir. Parce qu'un professionnel qui soit de santé, pompier, gendarme ou diplomatique, qui n'aurait pas été formé, sensibilisé
à l'environnement dans lequel il est susceptible d'intervenir, peut gréver la réussite de l'opération. Donc cette formation sert à cela, à former et à sensibiliser le professionnel de santé aux situations dans lesquelles elle va se trouver. Nous n'allons pas former un médecin. Un professionnel de santé a été formé à une formation initiale. C'est une formation qui est une formation dédiée d'adaptation aux situations auxquelles il sera confronté et avec l'ensemble des parties prenantes. Un professionnel de santé, comme vous le disiez, a vocation par la réserve sanitaire à être mobilisé pour une mission à l'international. Au sein de ces missions internationales, le professionnel de santé va rencontrer des acteurs du Quai d'Orsay, des acteurs diplomatiques, des acteurs pompiers, des acteurs militaires. Encore faut-il qu'ils se connaissent et que chacun sache les limites de l'un et de l'autre et les contraintes de l'un et de l'autre. Et c'est gage d'une réussite pleine et entière de cette mission que d'avoir un professionnel de santé qui soit formé et sensibilisé à ces différents acteurs. Alors, Monsieur Patrick Garcia, vous êtes ambulancier de SMUR, vous êtes réserviste sanitaire et vous avez participé donc à quelques missions déjà. Alors, comment ça se passe lorsqu'on reçoit le coup de fil de l'EPRUS en disant vous devez être prêt sous quelques heures Ça se passe très bien puisque nous sommes préparés de par ces journées d'information au mode de déclenchement. Donc on est déjà préparé psychologiquement à recevoir cet appel qui peut être là ou pas là. Hein. Et à partir du moment où notre environnement est prévenu et qu'on est déclenché en fonction des conditions, nos propres conditions psychologiques et nos engagements professionnels, on peut ou pas se libérer. Si on peut se libérer, c'est ce que j'ai pu faire 2 fois de suite. Alors vous avez participé à quelle mission? J'ai participé à une mission sur un renfort hospitalier en Libye et sur un renfort hospitalier sur l'explosion du dépôt de munitions à Brazzaville. Au Congo. Au Congo. D'accord. Alors ce sont des missions qui durent combien de jours là pour chaque fois? En général, une mission EPRUS, ça va tourner aux alentours d'une dizaine de jours en moyenne. Donc pour se libérer, ça reste assez quand même facile. Et au-delà de la dizaine de jours, une relève sera organisée. Donc pour un rapatriement des personnels engagés de prime abord. Alors, et ça se passe comment avec l'hôpital employeur ou l'établissement employeur? Moi, ça se passe très bien. On a signé une convention tripartie entre l'EPRUS, moi-même et mon employeur. Qui est l'assistance publique. J'ai un directeur qui a complètement assimilé cette convention, qui est dans la mesure où cela ne désorganise pas le service, prêt à me laisser partir. Et puis voilà, après ça reste de l'administratif pur pour son remboursement des frais engagés sur le fait que je parte avec l'EPRUS. Voilà, de mon côté, entre moi et mon employeur, avec l'explication que je lui en ai donnée, la lecture de la convention tripartite qui est relativement explicite, je n'ai aucun souci. Alors, on reviendra tout à l'heure sur votre expérience, je dirais, de terrain, mais je voulais peut-être revenir avec vous, Monsieur Couder, sur est-ce que vous avez du mal à convaincre, je dirais, les employeurs, puisque vous avez le secteur public, mais vous avez aussi le secteur privé ou libéral, je suppose. Donc, libéral, bon, bah, ils sont assez libres par principe. Oui, mais ils décident avec eux-mêmes. Voilà, mais le secteur privé, on sait que c'est parfois plus difficile. Comment ça se passe je dirais, puisque même le secteur public est quand même sous tension. C'est-à-dire que nous avons de toute façon déjà cette garantie qui fait dès le départ que lorsque ce n'est pas un praticien libéral, il y a 3 signataires et que l'employeur est signataire. Donc il sait, s'il accepte de participer à la signature de ce contrat, qu'en quelque sorte, il risque d'y avoir une mobilisation au moment ou à un autre du professionnel qui est sous sa responsabilité. Et donc il y a cet aspect, je dirais, de mise en éveil de l'organisme. Alors après, effectivement, comme notre objectif est de renforcer le système de santé en France et pas de désorganiser, l'employeur est en mesure, si vraiment ça désorganise son fonctionnement, de dire non, pas celui-là, pas maintenant. Mais nous avons un système qui fait que les relations sont relativement équilibrées de ce point de vue. Alors plus nous avons évidemment de réservistes et plus nous sollicitons, plutôt moins nous solliciterons les uns et les autres et donc moins les employeurs. Donc c'est pour ça que nous avons voulu passer à une campagne qui nous permet d'accéder à un niveau supérieur de candidats à la réserve sanitaire pour à la fois avoir le plus grand panel
de spécialité et en même temps la meilleure répartition géographique, tout en pesant le moins possible sur les structures qui emploient un certain nombre de réservistes. Alors, lorsqu'un réserviste s'en va, M. Avaro, je pense qu'il n'y va pas tout seul, il y va aussi avec un certain nombre d'équipements. Sac à dos. Toute la logistique. Qu'est-ce que vous mettez dans le sac à dos? Et puis, je pense qu'il n'y a pas que le sac à dos, il y a peut-être aussi quelques autres moyens sanitaires. Alors, est-ce que vous apportez également le concours? Ça fait partie, je dirais, du package de l'EPRUS dans les missions? Sous deux formes, le sac à dos, plutôt les sacs à dos, puisqu'en fonction des pathologies et de la phase de traitement, les sacs sont adaptés. On a des sacs de rapatriement, des sacs d'intervention, des sacs préhospitaliers, des sacs hospitaliers. Donc une déclinaison de sacs qui peuvent être parfois des cantines. Et de la cantine, on passe ensuite à des lots de matériel qui sont déterminés au coup par coup en fonction de la situation, qui sont achetés rapidement, parfois très rapidement, et ensuite conditionnés, transportés, de telle façon que les produits accompagnent les réservistes, ou en tout cas les rejoignent. Alors, ces matériels, vous dites qu'ils sont achetés, mais ils sont aussi un petit peu dans vos stocks stratégiques, je suppose, pour partie? Les stocks stratégiques ont une autre vocation. Les stocks stratégiques sont faits pour des menaces soit épidémiques, soit pandémiques, soit résultant d'intoxication par soit accidentelle, soit terroriste, mais pour des dangers de masse. Ce ne sont pas toujours les conditions d'intervention de la réserve qui peut intervenir sur des catastrophes ou sur des faits, des événements tout à fait ponctuels et qui ont des besoins donc spécifiques. Alors, on a parlé un petit peu des premiers résultats, puisque vous avez dit que vous aviez 5500 réservistes actuellement, que vous visiez 10 000, et qu'après, l'avenir permettrait certainement d'en faire plus. Alors, évidemment. Moi, j'ai une question qui est toujours un petit peu la même que l'on se pose lorsqu'on regarde les réserves, c'est qu'il y a des réserves qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien. Dans les systèmes étatiques français, souvent le problème c'est soit on appelle trop les gens et à ce moment-là il y a une lassitude comme vous le disiez des employeurs, soit on les appelle très peu et à ce moment-là il y a un petit peu un abandon. Alors est-ce que vous faites travailler vos réservistes dans le cadre d'exercices, dans le cadre de simulations pour, je dirais, garder la flamme lorsqu'il n'y a pas de mission entre guillemets? C'est toute la difficulté à la fois des institutions qui gèrent des volontaires, qui gèrent des bénévoles. Donc effectivement, vous avez parlé des réservistes de différents secteurs, mais c'est pareil aussi pour la Croix-Rouge quand ils ont à gérer les bénévoles. Ce que on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a en filigrane des missions de l'établissement et des missions de la réserve, c'est cette culture de la gestion des risques et des crises, porter cette culture aussi au niveau des professionnels de santé. Ça participe en filigrane un peu des missions de la réserve sanitaire et de l'EPRUS. Donc cet argument balaye un peu, c'est la question qui vous taraude, que vous avez au bout de la langue, pourquoi 10 000 et pourquoi 15 000 et pourquoi toujours plus finalement. Donc effectivement, ce n'est pas les missions qui peut-être demain seront à la hauteur du besoin. Effectivement, si on devait de nouveau avoir une pandémie, une épidémie quelconque, et avoir un dispositif qui nécessite la mobilisation d'un nombre de professionnels de santé, effectivement, il en faudra toujours plus. Mais une des principales motivations, c'est cette diffusion de la gestion de cette culture de risque et des crises sanitaires auprès des professionnels de santé. Après, c'est l'animation d'une réserve sanitaire. Alors l'animation passe par le volet formation. Effectivement, nous sommes organisés en cellules, en bureaux et en cellules. Nous avons une cellule opérationnelle. Et cette cellule opérationnelle à la réserve sanitaire est constituée d'une partie logistique, d'une partie opérationnelle, déclenchement, suivi des réservistes sanitaires en mission, et d'une partie formation. Et cette organisation trouve son sens dans le cadre de l'animation des réservistes sanitaires sur le long terme.
C'est-à-dire qu'une mission qui mobilisera 10, 20, 30 réservistes sanitaires, sur l'année 2011, nous avons mobilisé 91 réservistes. Donc ces missions font l'objet d'un retour d'expérience. Ces retours d'expérience sont analysés et sont traduits en référentiels pédagogiques. Et ces référentiels pédagogiques nous servent à établir un plan de formation sur une année pleine et qui nous permet d'intéresser, là sur 2012, à peu près entre 1000 et 1500 réservistes sanitaires passeront dans le cadre du planning formation. Donc, point 1, le retour d'expérience des missions. Point 2, comme le disait Claude Avaro, nous avons vocation à travailler sur de la planification. La planification fait appel à la planification sécurité-défense sur tous les plans particuliers divers et variés, sur le plan moins sécurité-défense comme le plan pandémie grippale, et l'ensemble des dispositifs que le gouvernement serait susceptible de mettre en place dans le cas d'une menace, d'un risque sanitaire particulier. L'ensemble de cette planification se décline aussi en référentiel pédagogique et en unité de formation, c'est-à-dire que nous devons et nous tenons de former les professionnels de santé, de les informer sur l'existence de ces différents plans, soit défense ou pas défense, et de les former, de les sensibiliser au moment où ces plans seraient susceptibles d'être déclenchés. Je prends un exemple. Nous avons un dispositif expérimental dont vous avez pu entendre parler, qui est le renfort médical des maraudes sociales, qui s'adressait aux médecins retraités. Ce dispositif particulier fait l'objet de formation, de sensibilisation des médecins retraités et des étudiants au cas où nous aurions besoin de déclencher ce dispositif en période de froid ou de canicule. Donc, vous voyez, donc l'ensemble des plans, différents plans possibles et imaginables ou réfléchis sert aussi à entretenir ce vivier et ces réserves. Donc, vous voyez, le volet formation dans ces diverses composantes, entretient normalement l'intérêt des professionnels de santé et des réservistes sanitaires, sur le long terme en tout cas. Il permet en tout cas, à travers ce que vous déclinez, d'avoir des structurations de missions qui sont déjà pré-mâchées, je dirais, un petit peu dans la planification. Alors, moi je voulais revenir un petit peu sur le côté peut-être aussi plus humain de l'expérience d'un réserviste. Alors comment ça se passe lorsqu'on part donc 10 jours en Libye ou au Congo? Comment ça se passe l'équipe? Parce que finalement ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui partent ou pas toujours, on va dire. Et comment se fait le lien? Comment ça se passe sur le terrain? Sur le terrain, ça se passe bien. Déjà, on part tous avec la même motivation et le même engagement sur une réserve. Alors qu'elle soit réserve et Prusse ou les autres réserves, je pense qu'il y a déjà ce lien de la réserve, une unité, et sur le terrain, une volonté des gens qui se sont engagés, qui ont pris un engagement citoyen, à vouloir faire du mieux possible pour que d'une, cette mission aboutisse, et de deux, pour que entre nous, tout se passe pour le mieux du monde. Alors comment vous êtes reçus par les gouvernements hôtes quand vous êtes en mission internationale? Nous sommes très bien reçus puisque nous y allons à leur demande. Donc il y a effectivement une attente, un besoin. Donc on n'arrive pas en tant qu'ingérence. On ne vient pas faire une ingérence, on vient vraiment à leur demande et pour leur apporter notre soutien. Donc après, l'intégration, c'est une intégration d'humain à humain. Les gens qui prennent cet engagement, je pense qu'ils ont le côté humain et humanitaire de la santé. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. De par les formations qu'on a, les informations et les formations reçues pour préparer les gens justement à ces problèmes diplomatiques qui peuvent effectivement, par méconnaissance, gâcher une partie d'une mission. Mais les gens informés, les gens formés, dans l'ensemble, la mission se passe très très bien. Vous mettez... Alors, justement, là, je ne sais pas qui veut répondre, mais quelle est la chaîne opérationnelle de déclenchement d'une mission de l'EPRUS? Lorsque c'est une mission à l'étranger, c'est généralement le Quai d'Orsay qui saisit toute la mécanique interministérielle et évidemment le ministère de la Santé. Après validation donc en réunion interministérielle, nous recevons une espèce de prescription que nous devons fournir,
si le principe a été acté pour une opération, telle et telle catégorie de spécialistes et telle quantité, si je puis dire. Donc nous avons ensuite effectivement quelques heures pour trouver les professionnels qui répondent au profil. Alors, ça peut arriver n'importe Pour le Congo, par exemple, c'était le dimanche soir, vers 18h30, que nous avons été activés, et l'avion devait partir le lundi à 17h. Donc il fallait trouver 19 professionnels, dans lesquels il y avait effectivement des médecins, des infirmiers, etc. Alors vous avez un petit centre opérationnel pour gérer tout ça? C'est-à-dire que nous avons du personnel, nous avons du personnel en permanence sous astreinte, et le système est bien huilé immédiatement dès qu'il y a une alerte sur le fait de fournir des effectifs. L'astreinte appelle tous les savoir-faire qui ensuite se mobilisent, et on trouve les professionnels dans les délais donc très brefs, évidemment toujours, qui nous sont impartis. Oui, parce qu'il faut avoir des outils, je suppose, pour faire tout ça dans les délais les plus... C'est la raison de notre existence. Les plus rapides. De les détenir. De les détenir. Alors, on va peut-être maintenant un petit peu aussi évoquer les autres missions de l'EPRUS. On pourra revenir... on a parlé un tout petit peu des stocks stratégiques. Bon, on se rappelle, je dirais, des problématiques liées à la pandémie grippale, de la vaccination, des problématiques de masques, de la réserve stratégique donc, que vous évoquiez face à tous les types de menaces sanitaires importantes. Comment se profile aujourd'hui, je dirais, cette préparation? Est-ce qu'il y a eu un petit coup évidemment, on peut supposer après la pandémie grippale, un petit coup de descente, et est-ce que ça reprend? Est-ce qu'on maintient le même niveau de stock, de veille, d'équipement? Alors c'est l'autre mission des Prus, et c'est la préparation. Donc comme c'est de la préparation, il ne faut pas s'étonner si au moment de l'action, il y a augmentation très importante du niveau de préparation. Néanmoins, le socle reste le même, c'est-à-dire que sur l'ensemble des problématiques de menaces dont je vous parlais tout à l'heure, tous les produits qui ont été approuvés par le Haut Comité de Santé publique sont stockés de telle manière qu'ils puissent répondre en première intention au début du traitement de la menace. Aujourd'hui, nous avons un stock qui se maintient à de l'ordre de 800 millions d'euros. Pour mémoire, il était monté à plus du double au moment de la pandémie grippale. Mais son niveau normal est à ce seuil. Et il est comparable à ce qu'on trouve dans d'autres pays Alors je pense qu'on est... le pays de référence est dans les États-Unis. Proportionnellement, nous sommes comparables. Par rapport aux pays européens, on est en très bonne position. Et on participe également à des démarches européennes, d'ailleurs, d'acquisition conjointe, qui permettront d'uniformiser un peu le niveau de préparation au niveau de la CE. Oui, parce qu'effectivement, c'était un petit peu une des leçons, je dirais, apprises de cette pandémie grippale H1N1, c'était les différences de traitement au sein de l'Europe par les différents gouvernements. Donc là, il y a des travaux qui ont été réalisés, je pense. Qui ont lieu actuellement. Par ailleurs, c'est un volume conséquent, donc une centaine de milliers de mètres cubes, qui exige un plan de stockage tout à fait fin et surtout un plan de distribution. Enfin, on l'a vu au moment de la pandémie, la nécessaire diffusion des produits fait qu'on doit amener le produit à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Donc c'est l'objet actuellement du plan de stockage stratégique et du plan de distribution stratégique. Le plan de stockage est quasiment achevé avec un site central et un site zonal au terme zone de défense. Et ce qui est en cours de mise au point, c'est le plan de distribution infrazonale qui lui demande bien sûr d'abord la collaboration interministérielle, puisqu'elle dépend à la fois du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé dans le cadre du plan Orsec, et bien sûr des collectivités territoriales qui auront à décliner la phase ultime de ce plan de distribution.
D'accord, donc un travail qui est toujours en cours et qui est un travail de planification finalement d'assez longue haleine. Est-ce qu'il y a des percées, je dirais, technologiques dans la prévention de ces grands risques, est-ce que des nouveaux médicaments, des nouvelles façons de faire permettraient de mieux appréhender les problématiques des grandes crises sanitaires? Il y a certainement des avancées techniques, mais le problème, c'est de choisir le bon produit adaptable à la quantité nécessaire à la protection de la totalité de la population. C'est évident qu'il y a des produits qui, par leur investissement, etc., posent des problèmes particuliers qui ne peuvent être étendus qu'à partir du moment où ils sont économiquement justifiés. Alors, on a parlé de l'international, mais les Prusses déclenchent aussi ces réservistes en France ou en Outre-mer. On se souvient, alors je ne sais pas si l'établissement existait, mais de la crise du chikungunya. Non, c'est un retour d'expérience, justement, qui a été dans la genèse, effectivement, de l'EPRUS. De l'EPRUS, mais nous sommes prêts pour le prochain. Oui. Voilà, donc ça arrive. Alors, comment ça se passe sur le territoire français? Pour l'instant, Outre-mer, il y a eu assez peu d'opérations sur le territoire national. Il y a eu une opération extrêmement ponctuelle qui était le soutien sanitaire au G20 et puis surtout l'opération que nous avons menée de renforcement d'un médecin par maraude mort de l'épisode grand froid il y a quelques semaines, où nous avons recouru à des médecins retraités qui donc intégraient ces maraudes sur l'ensemble du territoire, enfin sur les grandes agglomérations françaises. Et au-delà de ça, je dirais que aujourd'hui, les éventuels bénéficiaires que peuvent être les établissements de santé vous connaissent suffisamment pour savoir qu'ils peuvent faire appel à vous en cas régionalement ou zonalement ou oui, la réserve est mobilisée sur la base d'un arrêté ministériel et nous ne sommes pas dans des relations bilatérales, oui. Passe-moi un médecin, passe-moi un infirmier, etc. Enfin, voilà, nous recevons un arrêté là aussi très précis qui dit qu'il faut veiller à ce qu'il y ait tel et tel effectif, telle spécialité qui soit mobilisée sur telle durée, à tel endroit. Donc nous ne sommes pas dans les relations bilatérales. Non, mais je parlais pas de prestations de relations bilatérales, mais surtout de bonne connaissance du dispositif EPRUS auprès de l'ensemble, je dirais, du paysage hospitalier français. Oui, enfin, d'abord, on commence à s'inscrire, ça fait 5 ans que nous sommes là, que nous avons multiplié les contacts avec tous nos interlocuteurs, soit sur l'aspect réserve, soit sur l'aspect produits de santé. Pour ma part, justement dans le cadre de la mobilisation sur la réserve sanitaire, j'ai déjà fait plus de la moitié de tournées des capitales régionales pour parler de la réserve sanitaire. À chaque fois, c'est des réunions organisées par les ARS, les préfectures de région, en présence des responsables des ordres professionnels, des associations, des grands hôpitaux des régions concernées, etc. Donc, non seulement au plan national, on a fait le tour de nos interlocuteurs et on espère qu'ils ont retenu que nous existions, mais en plus, nous avons au plan régional des réunions de travail suivies généralement d'un point presse qui font qu'on commence à s'inscrire maintenant durablement dans le paysage, y compris dans notre belle et chère France profonde. Alors, quelles sont les futures actions dans les mois qui viennent pour poursuivre, je dirais, quelle est l'actualité qui va arriver pour poursuivre cette campagne de communication et ces recrutements de réservistes? Nous avons la campagne, la e-campagne, puisqu'on parle de e-campagne maintenant sur le canal numérique, qui s'adressera aux réseaux sociaux et aux communautés des professionnels de santé sur le web. Nous avons les actions de formation qui commencent à prendre effet dans les zones de défense, puisque nous déclinons les actions de formation au niveau territorial. Nous pensons qu'il est quand même beaucoup plus à même d'organiser des journées de formation, de sensibilisation et des actions de formation au niveau de chaque zone de défense pour que les professionnels de santé y aient plus facilement accès. Donc
Cette organisation dans les territoires des journées de formation et de sensibilisation participe aussi à cette dynamique de sensibilisation, de recrutement des professionnels de santé. Nous avons fait donc avec le directeur général la moitié des capitales européennes. Par définition, il en reste encore une moitié. Régionale, pardon. Oui, je ne suis pas encore là. Régionale. Il en reste encore donc toute une moitié. Effectivement, là aussi, avec le point presse et le fait de, vous parliez des acteurs institutionnels, est-ce qu'ils nous connaissent, est-ce qu'ils ne nous connaissent pas, puisqu'ils sont invités, ou chaque représentation des institutionnels dans les zones de défense et sur les régions sont invités. Donc ça participe à cette dynamique de recrutement. Voilà, et puis des actions après que nous sommes en train de monter, probablement au même titre que d'autres institutionnels qui participeraient à cette volonté de recrutement dans les réserves diverses et variées. Alors, peut-être justement une question par rapport aux autres réserves, puisqu'on a eu donc le vote du Noir l'année dernière sur la réserve de sécurité nationale, donc je pense que les Prusses se situent dans ce cadre-là. Et est-ce que vous avez des échanges avec vos collègues, je dirais, qui sont en charge des réserves, que ce soit à la gendarmerie, à la police, dans le monde de la défense? Est-ce que vous parlez sur ces sujets? Nous n'arrêtons pas de parler. On agit. Nous agissons, nous parlons, nous échangeons, nous réfléchissons. En fait, je vous disais tout à l'heure pour la formation, alors déjà il faut savoir que la majorité de ces acteurs institutionnels sont représentés dans le conseil d'administration. Donc voilà, du coup, nous avons des échanges très institutionnels, très administratifs qui sont normés avec l'ensemble de ces représentants institutionnels. Dans le cadre de la réserve sanitaire plus spécialement, nous avons cet échange sur l'harmonisation des référentiels pédagogiques. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Nous avons vocation à la fois dispenser cette culture de gestion de risques et de crise sanitaire à l'ensemble des professionnels de santé par le biais de la communauté des réservistes, mais eux aussi ont cette vocation dans leur arme, j'aurais tendance à dire, respective. Donc effectivement, que ce soit le service de santé des armées, que ce soit la réunion des médecins-chefs des services départementaux incendie et de secours, que ce soit la nouvelle direction générale de la sécurité civile, nous avons vocation à échanger, à réfléchir sur comment harmoniser les socles de référentiels pour que nous allions tous un peu suivre la même philosophie, la même doctrine d'information et de sensibilisation à la réserve, à la gestion des risques et des crises sanitaires. Alors c'est vrai que l'établissement, les Prusses et la réserve sanitaire n'a que 5 ans, donc effectivement nous sommes tout jeunes parmi ces acteurs qui œuvrent depuis des années et des années. Mais nous prenons petit à petit notre part et nous amenons notre pierre dans cette belle aventure qui est la gestion des risques et des crises et dans son volet sanitaire. Alors, je voulais revenir un peu sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes peut-être un peu les pionniers là, dans ce travail vis-à-vis des réseaux sociaux. Je pense à Facebook. On n'a pas vu de Facebook sur les autres réserves jusqu'à présent, ou alors je suis peut-être mal informé, mais on ne l'a pas vu. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que vous tiriez de cette expérience. Ça participe toujours de la même volonté. À partir du moment où on a en filigrane des missions de l'établissement le fait de pouvoir participer à cette culture de risque et de crise sanitaire, on utilise les outils qui sont à notre portée. Alors c'est vrai qu'on a Facebook, on a Twitter, nous avons le site internet que nous venons de remanier de fond en comble. Donc tous, pour nous, ce sont des vecteurs de support, d'information, de sensibilisation. Ce sont des vecteurs aussi d'entretien de la communauté des réservistes sanitaires. Je veux dire, vous êtes un peu dur quand vous dites que d'autres n'ont pas vocation à aller sur les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas vocation, je dis qu'ils ne l'ont pas fait encore. Oui. C'est pas la même chose. Je crois que le ministère, gentil pour nous. Le ministère de la Défense a quand même une vraie action de communication. Si je crois, il y a des beaux clips de promotion qu'ils réalisent, qu'ils diffusent. Ils ont un site aussi qui est très efficace. Alors c'est vrai qu'après nous sommes dans des champs de communication où peut-être nous pouvons, nous, en tant qu'Eprus et réserve sanitaire,
communiquer un peu plus facilement sur nos missions que le ferait peut-être. Mais partant du fait que nous sommes très à cheval aussi sur la communication et des informations que nous serions susceptibles de diffuser et des polémiques à créer, nous nous limitons vraiment au fait de communiquer avec notre communauté de réservistes sanitaires, avec les communautés de professionnels de santé, et toujours dans cette volonté de participer à la diffusion de cette culture de gestion de risques et de crise sanitaire. Alors, on arrive maintenant un petit peu aux questions de nos internautes. Alors, première question, comment constituez-vous vos équipes pour les missions? Alors, qui le fait? J'ai déjà un peu répondu tout à l'heure, oui. C'est-à-dire que nous recevons effectivement un ordre d'envoyer des personnels sur tel ou tel territoire, et qu'en général, nous avons le détail des spécialités et la quantité par spécialité de réservistes à fournir. Alors après, individuellement, comment nous les constituons? Eh bien, justement, à ce moment-là, on regarde dans les dossiers que nous avons agréés quels sont les professionnels qui répondent à ces profils. On vérifie quelle est leur disponibilité. Lorsqu'ils ont un employeur, on voit avec l'employeur si lui-même partage le diagnostic sur la disponibilité de l'intéressé. Et c'est comme ça que se fait en quelques heures donc la constitution d'une équipe. Très bien. Alors, deuxième question. Quels sont les liens entre l'EPRUS et les services préhospitaliers, donc SAMU, pompiers, dans la prise en charge de terrain lors de situations, je dirais, de crise importante ou de grande ampleur? On parle de risque NRBC. Sont-ils formés ensemble? Ont-ils une logistique complémentaire ou équivalente? Donc, qui veut répondre? C'est-à-dire, en gros, lorsque les services préhospitaliers seraient, entre guillemets, un peu saturés, les PRUS pourraient envoyer un certain nombre de personnel, et comment ces personnels s'intégreraient, quoi. Globalement, c'est ça la question, je pense. Alors encore une fois, ce que je disais le directeur général, c'est que nous avons vocation à répondre à une prescription de la Direction générale de la santé. Cette prescription répond alors là, je reprends un peu les termes de docteur, répond à un diagnostic qui est porté et qui est porté par l'ensemble de l'organisation institutionnelle santé. Les SAMU, nous ne sommes pas un étage supplémentaire au millefeuille. En fait, nous sommes susceptibles de constituer, enfin nous créons et nous constituons une capacité de renforcement des organisations. Donc à partir du moment où les institutions et les organisations sanitaires sont confrontées à une situation exceptionnelle, une urgence exceptionnelle, une catastrophe exceptionnelle, les agences régionales de santé, dont les SAMU font partie, font remonter l'information et demandent à la Direction générale de la santé: peut-on venir renforcer les structures sanitaires de ma région? Et j'aurais tendance à dire pour les pompiers, c'est pareil. À partir du moment où on a un directeur des secours médicaux et un commandant des opérations de secours, il établit un diagnostic et il dit effectivement dans le volet santé, il va falloir venir nous renforcer très vite parce que le SAMU qui est localement concerné va être débordé et que nous n'avons pas les possibilités de renforcer. Et là, ça remonte, alors ça peut remonter par le biais du ministère de l'Intérieur ou par le biais du directeur, les ARS, puisqu'ils communiquent quand même ensemble. Et donc là, nous allons renforcer sur prescription de la Direction générale de la santé. Donc ça se passe idéalement, au mieux que ça peut se passer avec les SAMU, ça ne peut pas se passer mal. Par définition, dans tous les secteurs d'activité, ça ne peut pas se passer mal pour la simple et bonne raison, c'est que notre raison d'être, et nous existons grâce à eux et pour eux. C'est-à-dire les professionnels de santé, qu'ils soient urgentistes, ils ont une activité quotidienne, que ce soit dans les SAMU, ils ont une activité volontaire avec les pompiers. Comme disait Thierry Couder, nous n'avons pas vocation à désorganiser une organisation qui fonctionne. Nous avons simplement vocation à renforcer quand elle n'est pas assez dimensionnée en fonction d'une crise et d'un risque sanitaire. Donc ça ne peut se passer qu'au mieux, aussi bien dans l'opérationnel que dans la formation. Nous travaillons avec en CESU, l'Association nationale des centres d'enseignement de soins d'urgence, qui eux-mêmes nous font remonter les besoins territoriaux par l'intermédiaire des CESU. Nous travaillons avec l'ENSOSP, donc des pompiers. Donc tout ça est quand même assez cohérent. Il y a une cohérence du tout et une pertinence de chacun dans la gestion des risques et des crises sanitaires. S'agissant de la mobilisation des stocks stratégiques, elle relève de la même
démarche, puisque nous desservons l'ensemble des intervenants sur les menaces, c'est-à-dire qu'ils soient pompiers, qu'ils soient des établissements de soins ou des officines, enfin tous les points de distribution de mise à disposition de la population. Alors avant de conclure ce débat et puis peut-être de faire un dernier petit tour de table rapide, moi j'aurais une question pour M. Patrick Garcia. Qu'est-ce que vous diriez à un réserviste pour qu'il s'engage? Quel serait votre message pour qu'il s'engage au sein de l'EPRUS? Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais déjà d'aller sur le site, voir un peu ce qu'il va trouver sur le site s'il correspond à ses attentes. Un professionnel de santé, de faire un engagement citoyen en fonction de ses disponibilités et de venir vivre avec nous cette grande aventure, puisque ça reste quand même une aventure humaine et toutes les aventures humaines sont bonnes à prendre. Alors, docteur Lartigue, peut-être un petit mot de fin sur je dirais, votre action pour faire vivre cette réserve. Pour faire vivre cette réserve, nous avons besoin de tous, des compétences de chacun, de l'expérience et de ce qu'ont vécu nos plus anciens confrères et collègues à travers la culture que nous avons en termes français sur la médecine de catastrophe, la médecine d'urgence. L'EPRUS est censé aussi faire transmettre cette culture dont nous sommes fiers. Les Français sont quand même une référence au niveau européen et au niveau mondial. Nous avons cette culture, nous sommes censés, par le biais de l'EPRUS, par le biais de la réserve sanitaire, de faire perdurer cette philosophie, que ce soit l'action humanitaire d'État, que ce soit la gestion des risques et des crises au plus près d'un événement pour porter secours aux populations qui seraient touchées par une catastrophe. Donc pour tout ça, nous avons besoin de toutes les compétences sanitaires. Donc comme disait Patrick, ça reste quand même une aventure aussi humaine. Ça reste la constitution d'une communauté dédiée au service à l'autre. Et nous avons une association qui est animée par des réservistes sanitaires dont vous pouvez prendre contact. C'est l'association nationale de la réserve sanitaire qui participe aussi au fait d'entretenir cet esprit et encore une fois à véhiculer cette culture qui soit interministérielle, que ce soit qui est portée par les militaires, qui est portée par les pompiers, qui est portée par les SAMU, et nous avons vocation à être le relais et le vecteur de ces actions citoyennes. Merci. Alors pour faire vivre l'aventure humaine, il faut des moyens. Des gros moyens. Des gros moyens, donc vous suivez... Des moyens proportionnés. Donc voilà, des moyens proportionnés, donc vous mettez de charbon dans la chaudière, si j'ose dire. Absolument, avec un respect de l'écologie qui nous fait changer d'énergie. Oui, en énergie propre, mais bon, pour pousser tout ça, il faut quand même une grosse énergie, des budgets, des moyens. Des budgets, oui, des budgets là tout à fait proportionnés, puisque, comme je vous le disais, la caractéristique, comme le disait M. Couder tout à l'heure, caractéristique du budget de l'EPRUS, c'est qu'il est à géométrie variable en fonction des menaces, des investissements. On a planifié et régularisé le renouvellement des stocks qui sont quand même assez pesants sur le budget, de telle manière que la courbe soit lissée et que nous intervenions avec le plus de régularité possible dans ce renouvellement des stocks, sachant que nous avons également des plans de prolongation des durées de validité qui sont traités en relation avec l'APSAPS à partir de contrôles périodiques qui sont faits sur nos médicaments. Très bien. Alors peut-être un petit mot de fin, Monsieur le Préfet, comment vous voyez les années qui viennent, je dirais, pour l'EPRUS, encore une montée en puissance importante. Vous savez, on a eu pour l'instant dans notre brève vie, on a eu plusieurs périodes. Il y a eu la période un petit peu où on fait jeter les fondamentaux, où on s'est structuré. Il y a eu ensuite la période qui a été un véritable baptême du feu de la pandémie, qui pour nous a permis de tester en grandeur nature notre capacité à répondre de manière opérationnelle.
Nous avons eu l'après-pandémie, puisque une fois que le travail était fait, il y avait ensuite beaucoup de tâches annexes, mais néanmoins importantes à accomplir. Nous sommes engagés depuis maintenant un certain nombre de mois dans la constitution de cette réserve sanitaire qui est notre priorité pour cette année. Nous allons, après, consolider nos deux piliers essentiels. Donc, sur la réserve sanitaire, il faudra que nous continuions la montée en puissance et puis que nous fassions tout ce qui permet de rendre plus opérationnel et aussi, éventuellement, s'il y a des périodes d'attente entre plusieurs crises, il vaut mieux qu'il y ait une période d'attente longue entre deux crises pour le bien-être de tous, faire en sorte qu'il y ait des formations, qu'il y ait un certain nombre d'exercices. Et puis sur la partie stock sanitaire, nous sommes engagés dans un affinement de la procédure de gestion des stocks et de leur ventilation sur le territoire, avec un gros projet immobilier d'ailleurs qui nous permettra d'avoir une gestion encore plus efficace des stocks que nous garderons de manière centralisée. Donc c'est un travail. Aujourd'hui, nous avons eu la période fondatrice, un peu difficile mais qui permet de se structurer. Ensuite, il y a eu une période de baptême du feu, une période de gestion de l'après. Et maintenant, nous sommes à consolider ces deux piliers que sont la réserve sanitaire et les produits de santé. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce talk qui, j'espère, a répondu à un certain nombre de questions que peuvent avoir les internautes qui nous regardent. Je vous donne rendez-vous à 17h ce soir pour un autre exercice qui est celui du Press Club où nous recevrons donc Françoise Simenard pour les problématiques donc de recherche en matière de sécurité au niveau européen à l'horizon 2020. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h et encore merci. Merci. À bientôt. Merci.